Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des États, des journaux, des organisations progressistes du monde entier, chers amis, chers camarades, bienvenue à toutes et tous au village du monde de la fête de l'humanité que nous ouvrons avec mon ami Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur, président du Parti de la gauche européenne, Lydia Samarbach, membre du secrétariat du Parti communiste chargé des relations internationales. Merci d'être venus cette année encore de tous les continents des 4 coins du monde. Vous êtes là, chers amis, chers camarades, plus de 100 délégations étrangères dans ce village. Vous êtes venus témoigner de vos espoirs, de vos actions, de tout ce que vous réalisez chez vous pour une vie meilleure et pour changer le monde. Bienvenue à vous tous, combattants de la liberté et de la justice par-delà le monde. Bienvenue à vous, valeureux peuple d'Amérique latine qui avait fait le choix de sortir des chemins tout tracés de la soumission à l'impérialisme. Bienvenue au grand peuple turc qui, face à la barbarie djihadiste, fait front, les armes à la main, en ce moment même. Je sais que des amis, des camarades qui n'ont pas loupé de fête de l'humanité depuis de nombreuses années ne sont pas aujourd'hui, ne seront pas demain parmi nous, parce qu'ils sont rentrés au pays défendre les armes à la main, leur territoire et leurs concitoyens. Je salue la présence de notre amie Madame Fredungier, maire de Mardin, qui réalise un travail important avec nos amis de l'association France-Kurdistan, dont je salue la présidente ici, Sylvie Jean. Bienvenue à notre ami cubain, Fernando González, qui a passé tant d'années emprisonné car il faisait partie des 5 de Miami aux États-Unis et que nous sommes heureux d'accueillir à la fête de l'humanité. Bienvenue à vous, les représentants de la jeunesse et des mouvements progressistes des pays arabes, vous qui avez soulevé de si grandes espérances et qui continuez à agir pour la liberté et l'égalité. Je salue la présence parmi nous de Ahmad Hamadi, président du Front populaire de Tunisie. Bienvenue à vous, les représentants du Parti communiste chinois, vous qui vous battez chaque jour pour, comme vous le dites, créer une société plus harmonieuse dans votre pays en prenant l'ensemble des impératifs humains et les impératifs de la sécurité et de la paix. Aujourd'hui, vous venez d'une très belle région, le Sundhi, qui développe un projet écologique de haut niveau. Chers amis, si j'ai un conseil à vous donner, allez visiter cette belle région avec nos amis. Bienvenue à vous, bienvenue à toi, chère Fadwa Barghouti, l'épouse courageuse. Toi, la combattante, la résistante, l'avocate, la juriste,
reconnue par-delà les frontières de la Palestine, l'épouse de notre frère, de notre ami, de notre camarade, ce grand député palestinien, Marwan Barghouti, qui confie sur les jeunes israéliennes. Et nous, ici en France, avec le comité international que préside notre ami Kedratra, représenté ici par notre camarade qui vient d'Afrique du Sud, nous n'allons pas lâcher l'affaire tant que Marwan et ses camarades ne seront pas sortis. Nous les empêcherons de tourner et d'emprisonner en rond. Ils nous auront face à eux, notamment depuis la création d'un comité français pour la libération des prisonniers politiques. Chers amis, nous avons des histoires singulières, nous avons des situations géopolitiques différentes. Les luttes pour le progrès prennent des formes singulières selon nos pays et nos continents, mais nous avons tous en commun la volonté de promouvoir l'émancipation humaine. D'autant que la révolution numérique avec les réseaux sociaux nous rapproche et permettent que nous nous parlions plus et mieux. Soyez à nouveau chaleureusement remerciés pour votre présence ici. Oui, plus que jamais, les temps que nous vivons appellent à un nouvel internationalisme, à plus de partage et de solidarité internationale. Isolés, chacun chez soi, c'est sûr nous serons battus. Alors que solidaires, tendus vers les mêmes objectifs, nous nous donnons la chance d'atteindre un plus haut degré de civilisation, et c'est urgent. Le destin de l'humanité, le destin du genre humain, se joue dans les actuelles crises planétaires. Notre terre-patrie est secouée par les spasmes d'une béante fracture entre les immenses progrès technologiques, scientifiques, médico-informatiques et la pauvreté et la misère, les maladies, les modifications climatiques qui se répandent partout. Notre société monde est malade de la surexploitation des hommes et de la nature, malade de la concurrence généralisée, de l'accaparement des richesses par une infime minorité, malade de la guerre économique, déclinée en guerre de tous contre tous, brisant les chaînes de solidarité traditionnelles. Notre planète est de plus en plus meurtrie et brisée par des décisions politiques prises dans les sommets des puissants au G7 ou dans les institutions européennes, par le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, qui livre nos vies et notre environnement au cœur de la finance et aux grandes sociétés multinationales. Songeons que le patrimoine des 67 familles les plus riches du monde équivaut à ce que possèdent 3 milliards 500 millions d'hommes et de femmes. Autrement dit, la moitié de l'humanité a moins que les 67 plus riches du monde. C'est un scandale. Songeons que les 500 millions d'euros, qui seraient nécessaires, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour éradiquer en ce moment même le virus Ebola, représentent le prix de 5 avions Rafale. Songeons à cette extravagante donnée. Selon le magazine Times, qui chacun sait n'est pas un journal communiste, le coût total de la guerre en Irak s'élève à 4 000 milliards d'euros, alors que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il en faudrait 22 milliards d'euros pour éradiquer la faim dans le monde. Comment accepter tant d'injustices?
C'est insupportable, nous ne le supportons pas. De quelque côté que l'on se tourne, le monde n'est que tension et fracas, haine et drame humain, famine et terribles maladies, massacres et guerres de toutes sortes, religieuses ou interethniques, populations déplacées de force, massacres de minorités sanglantes et mortifères, migration. Dans de nombreux endroits, la barbarie gagne du terrain. Gaza, Syrie, Liban, Irak, Nigeria, Mali, Libye, Congo, Centrafrique, Birmanie, Afghanistan, Irak, Somalie et tant d'autres pays encore. Les horaires qui défilent sur nos écrans ou dans les haut-parleurs des radios sont présentés aujourd'hui de manière aussi banale que les bulletins météo, alors qu'elles sont les dramatiques manifestations d'une planète poussée dans un dangereux tourbillon où la politique de la force et de la terreur a remplacé la force de la politique. Au sein même de l'Europe, l'orage menace. Derrière les tensions et la guerre des embargos déclenchés par les États-Unis et l'Union européenne contre la Russie, qui répond avec les mêmes moyens. Contrairement à tous les engagements qui avaient été pris envers les dirigeants successifs de l'Union soviétique puis de la Russie, les dirigeants nord-américains ont décidé de faire de l'Ukraine l'une des bases avancées de la structure militaire de l'OTAN. La place de la France, redisons-le, dans une telle organisation n'est pas justifiée. Exigeons ensemble la dissolution de cette machine infernale, de cette machine de guerre d'un autre âge, au service des intérêts étriqués de quelques pays occidentaux. Car, ne nous le cachons pas, cette stratégie de la tension peut mener au pire en Europe. La souveraineté territoriale saurait justifier une intervention extérieure, d'où qu'elle vienne. Mais, franchement, en quoi ce qui a été baptisé il y a quelques semaines, quelques mois, le soulèvement de Maïdan, serait plus légitime que les expressions populaires en Crimée ou dans le Donbass? En quoi la liberté avance-t-elle quand des progressistes, quand les communistes sont pourchassés, interdits comme au temps du nazisme? Dans son propre intérêt, l'Union européenne doit discuter avec les dirigeants de la Russie, en tenant compte de l'histoire et de la géographie, prôner le dialogue entre les deux nations au lieu de continuer à attiser les rouges braises de la division. Ici, comme dans tout le Proche et le Moyen-Orient, ou sur le continent africain, l'origine des guerres a une couleur noire, celle du pétrole, une odeur âcre, celle du gaz, le goût amer de cette guerre d'accaparement de territoire, des ressources énergétiques, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, du charbon, du gaz de schiste, et certainement demain de l'eau, si cela continue. Elles ont pour décor l'offensive dévastatrice des multinationales et la multiplication des traités de libre-échange qui empêchent les nations d'emprunter des voies originales et souveraines de développement. Elles ont pour arrière-fond les violentes convulsions de l'engrenage mortifère, de la fuite en avant, de la course au profit capitaliste, au moment où ce système agonise dans une crise sans fin en faisant souffrir les peuples. Chers amis, cet été, pour la 3e fois en 6 ans, la 5e armée du monde, celle pilotée par l'ultra-droite soutenue par l'extrême droite israélienne, a déversé sur Gaza un déluge de fer et de feu, allant même jusqu'à expérimenter des armes de plus en plus sophistiquées, tuant des enfants qui jouaient sur des plages, des enfants dans leurs écoles, des femmes et des hommes, rasant maisons, écoles et hôpitaux. Appelons les choses par leur nom. Il s'agit d'un crime de guerre
d'un crime contre l'humanité, et cela doit être jugé comme tel par la Cour internationale. Une fois n'est pas coutume, mais honneur aux 43 militaires israéliens, militaires de haut niveau, appartenant au service secret israélien, et qui ont révélé hier les tenants et les aboutissants de cette offensive guerrière contre le peuple de Gaza, et qui confirme exactement qu'il s'agit bien d'un crime de guerre. Honneur à celles et ceux, honneur à celles et ceux qui, de par toutes les villes de France, de toutes les villes du monde, ont été les visages de notre belle humanité. Durant cette guerre, le gouvernement israélien a continué d'enfermer des militants, des enfants, des députés palestiniens, et à peine avait-il déversé la dernière bombe sur Gaza qu'il se mettait à voler 400 hectares de terre à Bethléem. Eh bien, cela suffit maintenant. Cela suffit. Et personne ne peut ignorer, nulle part, dans aucune chancellerie, dans aucun palais présidentiel, en Europe comme aux États-Unis, que le gouvernement israélien ne veut ni de vraies négociations, ni d'accord de paix, ni de réconciliation palestinienne, ni d'État palestinien. Alors, il faut arrêter ces faux semblants et cette hypocrisie. Il faut maintenant contraindre les dirigeants israéliens à engager un processus de dialogue et de paix avec une obligation de résultat. Cela implique de la Maison-Blanche à la Commission de Bruxelles ou jusqu'au Palais de l'Élysée de sortir des arrière-pensées géopolitiques que nourrissent les pays occidentaux qui font d'Israël leur poste avancé dans le monde arabe. Continuons d'intervenir pour contraindre les États-Unis et l'Union européenne à appliquer la seule chose qui vaille, le droit, rien que le droit international. Tous ces gens, s'ils le veulent, disposent d'outils juridiques, politiques, commerciaux pour en faire entendre raison au gouvernement ultra-droitier de Tel Aviv. Exigeons, avec la pétition que l'humanité a lancée cet été, en soutien à l'appel du président Mahmoud Abbas, de mettre le peuple palestinien sous protection internationale. Agissons pour que l'Union européenne suspende l'accord d'association qui unit l'Union européenne à Israël. Cet accord d'association tombe de lui-même dès lors qu'on n'applique pas l'article 2, cet article qui prévoit qu'on ne peut pas continuer dès lors que les droits humains et les droits démocratiques sont bafoués. Agissons pour que l'Union européenne, comme les États-Unis, cesse toute collaboration commerciale, à commencer par l'interdiction d'importer des produits alimentaires et des marchandises qui sont issus des colonies. Agissons
pour que cesse de fournir de l'armement militaire à ce gouvernement et demandons aux grandes entreprises qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à la colonisation, à l'édification du mur, de cesser toute activité tant que le gouvernement israélien ne se conforme pas au droit international, tant que n'est pas créé un État palestinien dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, aux côtés d'un État israélien dont la sécurité serait assurée. Et nous avons en Israël même des forces et des personnalités éminentes engagées dans ce même combat. Et je suis toujours heureux qu'à cette fête de l'humanité puisse une nouvelle fois se réunir la résistance palestinienne, des députés et des dirigeants du Parti communiste israélien et des militants de la paix israéliens. Il y a qu'ici qu'on voit ça. Continuons d'agir pour la levée du blocus, cette arme absurde qui génère misère, humiliation, mort chaque jour à Gaza. Continuons d'agir pour la libération de tous les prisonniers palestiniens, à commencer par tous les parlementaires. Évidemment, comme je viens de le dire tout à l'heure, la libération de notre ami, de notre frère, Marwan Barghouti. J'ai depuis quelques semaines des messages un peu haineux qui m'attaquent en me disant: comment se peut-il que tu puisses continuer à défendre un homme comme Marwan Barghouti? C'est un gros problème. C'est un gros problème, me dit-on. Mais s'il y en a aux alentours de cette salle, je veux leur dire, et écrivez-le, que Marwan Barghouti n'est pas un problème. Marwan Barghouti est la solution pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Chers amis, nous avons ces dernières heures les yeux braqués sur le Moyen-Orient où s'est installé un soi-disant califat qui érige la barbarie la plus sanguinaire en principe de gouvernement. Et nous voilà, en l'espace d'un peu plus de 20 ans, dans une troisième guerre d'Irak. Une nouvelle guerre pour, paraît-il, réparer les dégâts colossaux commis par les précédentes. Mesurons l'absurdité de cela, l'absurdité de ces guerres, toujours recommencées, qui se nourrissent l'une à l'autre. Les peuples payent cher, très cher, les théories et la guerre déclenchées par les néoconservateurs nord-américains, les putschistes en Irak, suivis par les sarkozystes et Cameron en Libye et ailleurs. Oui, clairement, le Moyen-Orient, c'est vrai, doit se débarrasser de cette lèpre terroriste dont le crime est la loi. Mais toute coalition ne peut se faire sans un débat et une discussion à l'Organisation des Nations Unies. Les objectifs et les buts de frappe militaire, s'il devait y en avoir, auxquels s'apprête à procéder la coalition des pays sous l'impulsion de M. Obama, doivent être précisés devant le monde entier et se faire en lien avec les forces démocratiques, les forces sociales, les forces politiques, syndicales de ces pays, dont celles qui combattent déjà par les armes les djihadistes, dont je veux souligner ici, au premier rang, nos camarades du PKK, dont on nous a dit
organisations terroristes. Elle est même sur la liste de l'Union européenne et des États-Unis comme organisation terroriste. Mais comment peut-on continuer à ainsi réfléchir quand ce sont ces hommes, ces femmes, ces militants aux mains nues qui vont chasser les djihadistes aujourd'hui de leur territoire pour faire recouvrer la liberté aux Kurdes? Nous ne voulons pas qu'une nouvelle guerre ajoute des monstruosités aux monstruosités. La France ne peut pas s'engager à partir de petits voyages du président ici, de petits colloques là, sans un débat populaire, sans en tout cas une consultation du Parlement. Et elle doit, avec d'autres pays, rechercher les moyens d'autres formes d'intervention humanitaire, politique, juridique, scientifique, au service des partis, des mouvements, des institutions susceptibles de reconstruire ces pays. De ce point de vue, au lieu de cette entreprise de communication qu'a engagé le président de la République française, avec cette réunion qui aura lieu lundi, il vaudrait mieux travailler à préparer et à réunir une grande conférence internationale sous l'égide des Nations Unies qui porterait sur les enjeux de sécurité, de la paix et d'un développement nouveau pour le Proche et le Moyen-Orient, incluant la reconnaissance de l'État palestinien et la dénucléarisation de cette région. Et franchement, la duplicité des pays du Golfe doit cesser. On ne peut accepter qu'ils financent les groupes terroristes de la main droite et prétendent les combattre de la main gauche. Pourquoi d'ailleurs et comment en est-on arrivé là? Eh bien, le refus de reconnaître les droits des peuples, l'aide apportée par les États-Unis aux pétromonarchies du Golfe pour mettre sous pression les mouvements de libération nationale et progressiste, le chaos laissé par les guerres impérialistes pour le contrôle des ressources pétrolières et gazières ont favorisé la montée de l'intégrisme au Proche et au Moyen-Orient comme ailleurs. Aujourd'hui, les mêmes qui ont favorisé cela, financé ces mouvements, poussent des crises d'orfraie parce qu'ils voient le monstre, les monstres qu'ils ont créés, leur échapper des doigts. Et ils s'échappent et ils le voient que devant eux, ils ont des docteurs Frankenstein et ils commencent à en prendre peur. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? La réalité des peuples de la région, je pense en particulier à la longue lutte du peuple kurde pour la reconnaissance de ses droits, le droit des minorités religieuses, la prise en compte du droit à la sécurité de chacun, ne pourront ni émerger des partages coloniaux d'antan, ni des critères dits de stabilité qui ont entretenu les pires dictatures. Partout, agissons pour que la voie de la négociation prévale, pour que les intérêts des peuples soient respectés et que des solutions équitables et forcément nouvelles soient trouvées. Jean Jaurès avait bien raison quand il disait ceci: donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise, pleine de mauvaises chances. En la donnant, on la retire. Prenons l'exemple du Mali. La seule intervention militaire ne réglera rien si on ne fait pas le choix d'un développement équitablement partagé et si on ne respecte pas le droit des minorités. Je pense notamment aux Touaregs. Partout, dans toutes ces crises ravageuses se trouvent posées les questions du développement de la justice, dans le partage des richesses, inséparables du besoin de démocratie, de liberté, de souveraineté populaire et de nouvelles coopérations. Oui, l'air, l'eau sont des biens communs de l'humanité auxquels chacun doit avoir accès. Faisons de la mise en commun de ces biens les fondements d'une solidarité et d'une nouvelle fraternité humaine.
aux logiques de la guerre économique. Opposons celle du co-développement, de la co-localisation des activités économiques pour un nouveau type de développement, plus juste, plus écologique, plus durable. À l'heure de la mondialisation, il ne peut y avoir de progrès que dans le partage des savoirs qui ouvre le droit à l'éducation, à la connaissance et à la culture, le partage des pouvoirs qui garantit une souveraineté populaire et démocratique, le partage des richesses et une nouvelle manière de les produire. Bref, ce que nous souhaitons, c'est un monde commun, mais ce que je viens de décrire n'a d'autre nom que ce beau mot de communisme. Chers amis, dans la fête et après, faisons résonner partout les voix de la paix et du désarmement. Faisons de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre prochain, le grand rendez-vous des forces de paix. Tout ceci est urgent, d'autant que des menaces et des périls nouveaux se font jour ou se précisent. Les effets du réchauffement et des dérèglements climatiques qui ont d'ores et déjà de terribles conséquences, particulièrement sur l'eau et l'alimentation, sur la biosphère, menacent aussi des populations jetées sur les routes du monde pour fuir un horizon borné par les guerres et les pénuries de toutes sortes. Alertons sur ceci, agissons afin que la conférence mondiale sur le climat, qui va se tenir à 2 pas d'ici, l'année prochaine, débouche sur des initiatives concrètes. Chers amis, le développement international, le développement du monde, le développement de chacun de nos pays ne peut pas se réaliser sous la domination des forces capitalistes. Elle ne peut se réaliser dans la course effrénée au libre-échange, cet autre nom de la guerre économique. C'est pour cela que nous allons continuer à nous battre, à combattre avec acharnement ces traités de libre-échange. Le traité entre les États-Unis et l'Union européenne qu'on appelle le traité transatlantique, qui n'a pas d'autre vocation, au-delà de supprimer les frontières, au-delà de nous faire respirer et manger n'importe quoi, n'a pas d'autre vocation que de diriger dans le monde une nouvelle justice internationale avec ses tribunaux arbitraux privés qui donnent tout le pouvoir aux fonds financiers et aux multinationales. Nous allons combattre avec acharnement de la même manière ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Afrique subsaharienne et un certain nombre d'îles du Pacifique, qui n'a pas d'autre vocation que de mettre l'Afrique sous domination, sous néocolonialisme de l'Union et des multinationales européennes. Nous allons de la même façon combattre ce décret transpacifique qui a été fait exclusivement pour une alliance, une nouvelle alliance entre certains pays d'Asie et les États-Unis, en excluant ce grand peuple, le peuple chinois. Vous pouvez compter sur nous pour mener ce combat dans les assemblées parlementaires, ici en France, comme à l'Union européenne. Vous pouvez compter sur l'humanité, vous pouvez compter sur les communistes pour qu'on ne laisse pas faire. Heureusement, dans ce gigantesque bras de fer entre les forces du capitalisme financier et les peuples, il y a de la résistance. Il y a même des points qui sont marqués par les forces de progrès. Oui, nous pouvons les faire reculer, nous pouvons les mettre en échec, car ils sont 67 à dominer le monde, mais nous sommes le monde, et nous, vous, les peuples du monde, sont l'avenir. Regardons par exemple ce qui s'est passé à la mi-juillet au sommet de ce qu'on appelle les pays des BRICS, de la Brésil, de l'Inde, de la Russie,
de la Chine, de l'Afrique du Sud à Fortaleza au Brésil pour créer un fonds de réserve et une banque qui peuvent être une alternative au Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà une très bonne nouvelle qui fait trembler dans les palais. À côté de cet outil existe désormais l'Organisation de coopération de Shanghai, qui constitue pour ces pays une alliance stratégique avec la Chine. Et il serait bien que l'Inde y adhère. Voyez-vous, la force, la peur, elle peut changer de camp et assez vite. Récemment, l'accord Chine-Russie sur la non-utilisation du dollar dans leurs achats pétroliers est aussi une forme de résistance de partout, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe, des forces puissantes, y compris les forces qui dirigent aujourd'hui les pays, se lèvent pour un nouvel ordre international plus juste, plus solidaire, plus fraternel. Nous sommes de ce côté. Chers camarades, notre pays lui-même, l'Union européenne, mais avec la commission qu'on vient de nous concocter la semaine prochaine, je crains que pour que mes vœux se réalisent, il faudra beaucoup se battre, doivent cesser de se soumettre aux exigences de la finance, qui, on le voit bien, ne peuvent que nous conduire dans le mur et pousser à des replis dangereux, identitaires et nationalistes. Oui, il faut tourner le dos à cette Europe de l'argent et des marchands pour enfin construire, pour qu'enfin les peuples, les travailleurs, les salariés, les précarisés de toute l'Europe puissent construire une Europe du travail, de l'écologie, de la solidarité et de la paix, d'une coopération nouvelle, mutuellement avantageuse avec les pays du Sud, et notamment ceux du pourtour méditerranéen. Aucune conscience humaine, aucune conscience humaniste ne peut supporter que des migrants fuyant les guerres et les misères, contraints de s'amasser sur des embarcations de fortune, avec au bout du voyage trop souvent la mort tragique au large des côtes méditerranéennes. Oui, finissons-en avec cette Europe forteresse. Par contre, mobilisons-nous pour que soit mise en place une véritable taxe sur les transactions financières qui s'attaque aux produits hautement spéculatifs et soit réellement affectée au développement. Oui, les hommes doivent pouvoir circuler, les capitaux doivent revenir au bien commun humain. Chers camarades, le monde doit changer de base. Il doit être transformé pour placer en son cœur l'humain. L'humain d'abord, l'humain et son environnement, l'humain d'abord, vivant dans la paix. Cette ambition n'est pas nouvelle ici. Les chemins pour l'atteindre seront à l'image d'un monde qui a réduit les distances et qui donc a décuplé les occasions de se rapprocher et de coopérer. C'est ce que nous allons faire durant ces 2 jours, dans l'ensemble de cette fête de l'humanité, dans ce beau village du monde, dont je remercie à la fois le directeur de la fête, Olivier Valentin, et le responsable de ce village, Cédric Clérat, pour le travail qu'ils ont accompli pour bâtir ici un lieu chaleureux, un lieu de débat, un lieu de combat, et des combats à inventer pour l'avenir. Parce que ici, nous allons faire vivre la fraternité, la solidarité et la paix entre les peuples. Bref, nous allons travailler à cette grande œuvre, réaliser l'humanité.